J'aborde le quatrième point de cette conférence en me focalisant sur des sujets bien plus concrets et extrêmement modernes, même s'ils commencent au XIXe siècle. Il m'est possible d'affirmer que l'histoire du chemin de fer de Bagdad, Bagdad-Ban, est liée au sionisme, avec les conséquences que l'on va voir ensuite aujourd'hui à notre époque. Pour tout ce qui a trait à l'histoire du Bagdad-Ban, il faut véritablement comprendre qu'il y a eu à la fin du XIXe siècle cette volonté de la part des autorités allemandes de construire une immense voie ferrée qui partait d'Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Empire d'Autriche-Hongrie, les Balkans, puis ensuite l'Empire ottoman, et que cela allait jusqu'au Golfe Persique. Pas tout de suite. Et l'histoire du Bagdad-Ban, en fait, très rapidement, c'est d'abord une voie ferrée qui avait été lancée en direction de Constantinople, le Orient Express, par une compagnie franco-belge qui s'appelait Van der Elst Langrand du Monceau, et qui fait faillite et qui va être reprise par un baron juif bavarois, anobli, qui s'appelait le baron de Hirsch, qui va reprendre cette voie ferrée, cette voie à Constantinople, et qui va travailler main dans la main avec un banquier, bras droit de Rothschild, qui s'appelait Bleich Schröder, mais qui était aussi le banquier personnel du chancelier Bismarck. Et, suite à différents événements, un véritable programme est mis en place pour, en particulier, soumettre l'Europe centrale et l'Autriche d'Habsbourg à l'Empire allemand à la fin du XIXe siècle, car l'objectif, c'est certes de contrôler le Proche-Orient, mais il faut impérativement, entre l'Allemagne et le Proche-Orient, contrôler la zone intermédiaire, qui est la zone balkanique avec l'Empire des Habsbourg. Et vous avez un document, une carte, qui date de la fin du XIXe siècle. C'est en trait rouge la Grande Confédération germanique, en trait rouge la Grande Allemagne que les autorités allemandes et pan-germanistes à la fin du XIXe siècle voulaient mettre en place, prévue pour 1950. Cette carte-là vient de l'original, que j'ai la chance de posséder, d'un livre d'André Sheridan. Il y a deux ouvrages, enfin il y en a plusieurs, mais il y en a deux en particulier qui sont passionnants. C'est l'Autriche à la question au début du XXe siècle, et puis le chemin de fer de Bagdad. Cette carte-là vient du livre d'André Sheridan de 1901, c'est l'original, qui sera donc dans le livre. Et donc, l'objectif, c'était de créer un bloc très lourd au cœur de l'Europe, soumettant les Balkans, pour ensuite mieux contrôler l'Asie mineure, en tout cas l'Empire ottoman. Et dans cette histoire, les Allemands vont conclure en janvier 1902 un accord avec l'empereur, le sultan ottoman, pour finaliser le Bagdad-Ban. Et pourquoi il faut s'intéresser à cela? Parce que vous allez voir tout à l'heure que ça a des répercussions dans la situation actuelle. Et ce Bagdad-Ban va être mis en place de plus en plus, et en particulier, ce Bagdad-Ban, vous pouvez y aller, c'est cette carte de 1903, suite à l'accord entre les Allemands et les Ottomans, un Bagdad-Ban qui donc part de Hambourg, traverse l'Europe centrale, d'où la nécessité de contrôler toute la zone du sud-est, et qui ensuite zigzague. Et ce Bagdad-Ban est divisé en 14 sections, tronçons ferroviaires faisant chacun 200 km de long, jusqu'à l'actuel Koweït. Alors, la finalité, c'est quoi? C'est un travail de très longue haleine. Il y a une bascule, on passe du charbon au pétrole. Et on trouve d'immenses réserves de pétrole au niveau de Mossoul et de Kirkouk. Ma foi, il me semble que ce qui se passe actuellement, c'est un peu la même chose. À précision, à cette époque, avant la guerre de 14, aucun puits pétrolier n'était exploité. D'ailleurs, ils appartenaient tous au sultan. Simplement, le sultan de l'époque avait confié à des ingénieurs allemands le soin de prospecter. Donc on avait trouvé d'immenses réserves de pétrole. Mais il faut savoir que c'était un travail de très très longue haleine, dans ce sens qu'en plus des difficultés techniques pour construire cette immense voie ferrée allant jusqu'au Koweït, il y avait aussi la possibilité donc de forer, mais ça demandait un temps fou. Et il faut savoir que ces puits pétroliers n'ont été forés qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc, bien comprendre que les Allemands n'ont jamais pu en profiter réellement.
faute de temps, parce que ça demandait un temps fou, etc., les techniques, mais la finalité, s'ils avaient pu, c'était donc exploiter. Et aux grandes dames de qui? De l'Angleterre, puissance maritime. Et il y a eu des tentatives d'entente entre Allemands et Anglais pour se partager cette zone. Au même titre qu'il y a eu des tentatives d'entente entre Allemands et Anglais pour le partage des colonies portugaises. Mais cette entente n'a pas pu se faire pour deux raisons. La première raison, c'est que vous aviez deux grandes puissances, la puissance maritime anglaise, la puissance terrestre allemande. Et qu'il y avait un en trop, un devait dégager. Et une autre raison, c'est que dans cette histoire, le sionisme est intervenu dans l'histoire du Bagdad-Ban. Alors avant de continuer dans l'histoire du Bagdad-Ban, il y a une citation que je vais vous faire concernant le Bagdad-Ban. La première citation, c'est André Shéridan qui parle, et ensuite la deuxième concerne une revue militaire allemande qui est d'une très grande clarté. D'abord André Shéridan, maître de cette gigantesque voie ferrée qui s'étendra sans interruption depuis Hambourg jusqu'au golfe Persique, les Allemands feront de son point d'aboutissement la tête de ligne de leur navire rapide à destination de l'Extrême-Orient. Et c'est là où la revue militaire allemande ajoute ceci. Un regard jeté sur la carte nous montre que si le golfe Persique est en possession stable d'une puissance étrangère, et si de plus le chemin de fer de Bagdad ouvre au commerce du monde et aux communications de nouvelles voies de transport, de l'ouest à l'est et inversement, non seulement le rôle économique de l'Angleterre changera, mais son importance militaire en Asie, je vous rappelle que l'Asie c'est l'Inde, la perle de l'Empire, non seulement le rôle économique de l'Angleterre changera, mais son importance militaire en Asie subira une transformation complète et un développement défavorable. Le port du Koweït se trouve à 80 km environ du bord ouest du delta que le Châtel arabe forme à son embouchure. Il est parfaitement abrité contre les vents, présente un fond d'ancrage excellent, et il est assez vaste pour abriter toute une flotte. Et admirer l'humour allemand, on le dirait d'ailleurs créé pour servir de port de guerre. Donc les Allemands voyaient à long terme la production de pétrole, rivalité avec les Anglais, il y a eu des tentatives avant la guerre de 14 d'entente avec les Anglais, mais ça ne pouvait pas durer parce que partage du gâteau, c'est à boire, point barre. Surtout que les Anglais, sachant que les Allemands voulaient construire une base navale au niveau du Koweït, voyaient donc la menace d'une base navale contre les intérêts britanniques, entre autres avec l'Inde. Donc les tentatives d'entente entre Anglais et Allemands ne pouvaient pas perdurer. Il y en a eu quelques-unes, mais ça ne pouvait pas perdurer. À cela s'ajoute le fait que les Allemands étaient en bagarre contre les Russes. Et là, on va pouvoir mettre cette carte, la suivante, c'est la carte de l'Eurasie. Le Bagdad-Ban, qui part de Hambourg, traverse cette Europe centrale que les Allemands doivent à tout prix dominer, l'Empire ottoman jusqu'au golfe Persique, et ensuite enquiquiner les Anglais avec l'Inde, avec des possessions allemandes en Chine, et vous avez, côté russe, ce qu'on appelle le transsibérien. Et les Russes, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient construire des voies ferrées, traverser ces pays contrôlés par l'Angleterre jusqu'aux mers chaudes. Les Anglais n'étaient pas chauds du tout, c'est le mot russe, c'est pas fait exprès. Les Anglais ne souhaitaient pas voir les Russes accéder aux mers chaudes, et donc les Russes, pour eux, c'était une catastrophe, parce que l'exportation de leurs produits, céréales, minerais, était dépendant de la ceinture contrôlée par les Allemands via le Bagdad-Ban. Donc les Allemands conditionner l'avenir économique du monde russe. Et donc, pour la Russie, la concrétisation de ce Bagdad-Ban était une catastrophe. Pourquoi les Russes se sont rangés du côté des Anglais? Parce qu'il fallait faire un choix, côté allemand, côté anglais, mais côté allemand, on est cuit. Avec les Anglais, on peut peut-être s'arranger. D'ailleurs, vous avez eu des tentatives de contrôle entre Russes et Anglais pour le partage des influences russes et anglaises au niveau de la Perse. Donc bien comprendre que pour les Russes, c'était une catastrophe. Et je vous demande d'avoir cette carte en tête. Pourquoi? Parce que actuellement, j'ai expliqué ça dans le bouquin, ce qu'on a connu avant la guerre de 14, c'est ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Vous avez une guerre à mort entre les puissances maritimes anglo-saxonnes face
à la Russie et la Chine, puissance terrestre. Pour le contrôle de quoi? De cette zone-là, péninsule arabique, monde turc, l'Iran et l'actuelle Arabie Saoudite avec l'Irak et avec Israël. Et le Bagdad Ban, et c'est ça que j'ai apporté comme information supplémentaire, était lié à l'affaire du Grand Israël, en tout cas du foyer juif en Palestine, avec Theodor Herzl. Et je continue pour terminer ce quatrième point avec l'affaire du sionisme. Theodor Herzl, 1860-1904, va lancer en 1897 le premier congrès sioniste en Suisse à Bâle. Son objectif, c'était donc de lancer la création d'un foyer juif en Palestine. Déjà, il faut se rappeler une chose. Rappelez-vous, je vous ai dit que dès l'an 100, vous avez eu une bagarre avec d'un côté le rabbin Akiba et le fameux messianiste juif Shimon Bar Kokhba qui voulait prendre les devants, reconstruire le temple, etc., foutre à la porte les Romains, et une autre faction juive qui s'opposait. Et finalement, Theodor Herzl ne fait que reprendre cet idéal sous une apparence, une apparence laïque. À l'origine, et personne ne le sait, le premier congrès sioniste, il a eu lieu à Bâle, mais en fait, le premier congrès sioniste aurait dû se produire en Allemagne, à Munich. La chose ne s'est pas faite, pourquoi? Parce que les rabbins de Munich, eux, scandalisés à l'idée de voir ces sionistes dire « ben nous, les hommes, on doit forcer Dieu à intervenir », se sont opposés à cette réunion et ont tout fait, ils ont réussi pour que cela se fasse, en tout cas, ça ne se fasse pas à Munich. Donc c'est très intéressant de voir que le conflit entre les deux factions juives à la fin du XIXe siècle, entre ceux qui voulaient laisser le Messie intervenir seul et ceux qui disaient ben, on va forcer les choses, eh bien c'est le même conflit qu'on retrouve autour du rabbin Akiba. Donc vous prenez deux chaînes et vous avez toujours les mêmes conflits, les mêmes rivalités, simplement en fonction de l'époque, il y a une faction qui impose sa vue, ses vues à l'autre. Et là, dans cette histoire, c'est le sionisme. Alors, je vous citais tout à l'heure l'exemple, le cas du baron de Hirsch. Le baron de Hirsch avait joué un rôle très important dans l'acquisition de voies ferrées en direction de Constantinople. Et il travaillait avec Bleich Schröder, conseiller du chancelier Bismarck. Bon. Ce baron de Hirsch est à l'origine de la création, en 1891, d'un fonds financier, le fonds Hirsch, au sein duquel on trouvait les plus grands financiers, dont un certain Jacob Schiff, juif allemand, naturalisé américain, qui va jouer un rôle capital en soutenant financièrement le Japon contre la Russie dans sa guerre en 1905 en lui fournissant 200 millions de dollars. Alors tout ce que je vous balance, ce sont des faits officiels, d'ailleurs qui viennent de pièces d'archives juives que j'ai utilisées, et parfois, puisqu'il les présentait, j'en ai profité. Et c'est très intéressant de voir cette collusion entre le mouvement sioniste et ses financiers juifs. Pourquoi? Parce que ce Jacob Schiff, il avait une fille qui s'appelait Frédérica Schiff, mariée à qui? À Félix Warburg, dont les deux frères, Paul et Max. Paul, c'est lui à l'origine de la création de la Fed, en 1913, et qui va devenir, au lendemain de la Première Guerre mondiale, un des grands dirigeants du CFR, le Council on Foreign Relations, qui joue un très grand rôle, encore aujourd'hui évidemment, dans le mondialisme. Max Warburg, la banque Warburg en Allemagne, qui va jouer un très grand rôle dans le financement de la Pan-Europe dans les années 20 avec Richard de Coudenhove-Kalergi, qui favorise la rencontre entre Richard de Coudenhove-Kalergi et le chancelier allemand Stresemann. Le Max Warburg, qui était président, ou en tout cas un grand dirigeant du comité d'administration d'IG Farben, avec un Paul Warburg, qui était aussi dirigeant d'IG Farben pour sa branche américaine. IG Farben, qui va jouer un très grand rôle, c'est dans la chimie, pour Hitler et la Seconde Guerre mondiale. Donc on voit, il faut lire le bouquin de cette excellente maison d'édition Retour aux sources, qui a traduit enfin en français les livres d'Anthony Sutton, qui a apporté toutes les preuves. Bon. Et donc, voir ces collusions. Autre remarque, parmi les membres de la fondation, du fonds Hirsch, outre Jacob Schiff, vous avez aussi un juif allemand naturalisé américain qui s'appelait Oskar Strauss, qui sera ambassadeur des États-Unis au sein de l'Empire ottoman et qui va travailler avec Theodor Herzl.
Dire que le sionisme a commencé avec Theodor Herzl, ce serait exagéré, parce que vous avez deux personnes à citer. Le premier, c'est un certain Edmond de Rothschild, qui est en fait le premier à avoir organisé réellement un courant juif d'Europe vers un territoire de Palestine peuplé de juifs qui s'appelait Richon-le-Zion en 1882. Très intéressant, tout est lié en histoire, c'est un immense puzzle. Le judaïsme a été, comme par hasard, reconnu et officialisé par la Révolution française, par ce député qui s'appelait Adrien, je ne sais plus son nom de famille, bref, ça m'arrive, moi, Adrien en tout cas. Et Napoléon Ier, qui va enraciner les principes de la Révolution française, va lancer la convocation du Grand Sanhédrin pour intégrer le judaïsme comme religion officielle au sein de la France, même titre que les protestants, etc. Et vous avez en particulier la création du consistoire de Paris. Ben, ils ont un site internet. Ben, il faut être curieux, il faut y aller. Vous avez plusieurs Rothschild qui ont été présidents du consistoire de Paris, dont Edmond de Rothschild. Donc c'est très intéressant de voir ces liens sionisme, consistoire de Paris, qui doit son origine à Napoléon Ier, etc., etc. Mais je vous ai dit, il y a un deuxième personnage. Bon, certes, Edmond de Rothschild a joué un grand rôle en travaillant en liaison avec Theodor Herzl, mais vous avez un autre personnage. Si vraiment on devait donner une date et un nom, une personne ayant vraiment lancé le sionisme en Europe, c'est un rabbin allemand, prussien je crois, qui s'appelait le rabbin Kalischer, et qui, en liaison avec un autre rabbin, le rabbin Al-Khali, va, en 1836, rédiger une lettre pour favoriser le peuplement de la Palestine par des Juifs venant d'Europe. Il y a vraiment tout un programme de peuplement, de migration juive d'Europe vers la Palestine, avec en arrière-fond, évidemment, reconstruction du temple. Lettre de 1836. Oui, mais lettre adressée à qui? À la famille Rothschild de Berlin. L'information que je vous donne, évidemment, est parfaitement référencée, et vous vous précipiterez tous, malgré les 10 ou 12 jours de retard, en lisant mon livre, Atlas du mondialisme, aux éditions Le Retour aux Sources. Je vous ai dit que le sionisme ne faisait que reprendre l'idéal de Shimon Bar Kokhba, malgré une apparence laïque. Eh bien, c'est pas moi qui le dis, c'est Theodor Herzl lui-même. Car dans ses carnets personnels que j'ai lus, vous avez volume 2, page 711, des carnets personnels de Theodor Herzl, tirés directement de la Genèse 15-18, la volonté de créer un grand Israël des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil. Et le document, c'est celui-là, où vous avez donc cette carte-là qui est donc dans le livre Atlas du mondialisme, le grand Israël de Theodor Herzl, qui ne fait que reprendre la Genèse 15-18. Alors, le document d'origine dans le livre est beaucoup plus grand parce que vous avez deux informations, une en haut et en bas. En haut, vous avez le Theodor Herzl 1904 avec le rabbin Fishman de 1947. Et sous la carte, vous avez la phrase de Theodor Herzl qui explique qu'il faut donc un grand Israël des rives de l'Euphrate jusqu'au Nil. Le rabbin Fishman de 1947 prône un grand Israël du Nil à l'Euphrate. Le vrai nom du rabbin Fishman, c'était Yehuda Leb Memon, qui participera avec entre autres Ben Gourion à la reconnaissance de l'État d'Israël, avec le fameux document de 1948 officialisant l'État d'Israël. Après la mort de Theodor Herzl, vous allez avoir des hauts, des bas. Je fais très vite. Arrive la Première Guerre mondiale et vous avez Chaim Weizmann qui va être l'élément clé qui va renforcer le courant du sionisme. Je rappelle que Chaim Weizmann était professeur de chimie qui va devenir en plus le premier président de l'État d'Israël à sa création en 1948. Vous avez eu les accords Sykes-Picot de 1916, démantèlement donc de l'Empire ottoman par les Français et les Anglais, répartition des zones d'influence, et la fameuse déclaration Balfour du 2 novembre 1917, avec reconnaissance d'un foyer juif en Palestine, document remis à un certain Rothschild, Walter Rothschild, dont le père Nathaniel de Rothschild travaillait avec Theodor Herzl. Je vais très vite là-dessus, mais j'ai détaillé tout ça dans mon livre.
Voyez-vous, cette déclaration Balfour, et ce sont les travaux de Carol Quigley qui l'ont prouvé, en fait, le véritable rédacteur de cette déclaration Balfour, c'est le bras droit de Lloyd George, premier ministre anglais de 1916 à 1922, qui s'appelait Alfred Milner. C'est lui véritablement qui a rédigé cette déclaration Balfour. Balfour n'est qu'un cache-sexe, si je puis dire. Mais, il y a une chose, et à ma connaissance, cette information n'a jamais été donnée. Si elle a été donnée en langue française, elle a été donnée en catimini, en murmurant. Il y a eu cet événement de la reconnaissance d'un foyer juif en Palestine en 1917. Et 1916-1917, vous avez eu la bascule des États-Unis du côté des Français et des Anglais contre les Allemands. Pourquoi les Américains se sont rangés du côté des Français et des Anglais, contre les Allemands? L'amour de la liberté, lutter contre le militarisme prussien. Oui, je veux bien y croire quand on a un coup dans le nez. Mais quand on est d'Agen, non. Pourquoi les États-Unis se sont rangés? Eh bien, voyez-vous, l'information a été donnée par un rapport officiel du gouvernement britannique de juillet 1937, un rapport de plus de 400 pages. Ce document est disponible sur Internet, il était scanné, et je l'ai lu. J'ai mis les références, pages 23 et 24. Ce document est extraordinaire. Il explique la raison de la bascule des États-Unis du côté des Français et des Anglais, de la bagarre entre Juifs, et on peut mieux comprendre certaines bagarres actuellement entre le monde anglo-saxon avec les Rothschild d'un côté et le monde russe avec Poutine et les Lubavitch derrière lui. Je vais vous lire le document qui est en 3 parties et qui est capital. Je cite. Le lancement de la déclaration Balfour, donc normalement ça aurait dû être Milner, mais officiellement, le lancement de la déclaration Balfour fut, à cette époque, motivé à des fins de propagande. Et il souligna, le premier ministre Lloyd George, souligna la gravité de la position dans laquelle étaient les Alliés. Les Roumains avaient été écrasés, l'armée russe était démoralisée, l'armée française était incapable de lancer une offensive à une large échelle. Les Italiens avaient subi une défaite sévère à Caporetto. Les sous-marins allemands avaient coulé des milliers de tonnes de cargaison de bateaux anglais. Aucune division américaine n'était à notre disposition dans les tranchées. Dans cette situation critique, on pensait que la sympathie de la communauté juive ou son antipathie orienterait substantiellement la cause alliée vers une issue favorable ou non. En particulier, la sympathie juive pour les Alliés conforterait le soutien de la communauté juive américaine et gênerait le désengagement militaire de l'Allemagne ainsi que son renforcement économique sur le front Est. Voici les circonstances dans lesquelles le gouvernement britannique promulgua la déclaration Balfour. Écoutez, les chefs sionistes nous informa Lloyd George, premier ministre anglais 1916-1922. Les chefs sionistes nous informa Lloyd George, nous ont donné une promesse formelle que, si les Alliés s'engageaient à fournir des moyens facilitant l'établissement d'un foyer national pour les Juifs en Palestine, ils feraient de leur mieux pour rallier les sentiments et le soutien des Juifs à travers le monde entier et à la cause alliée. Et ils ont tenu parole. Je pense que cette information, grâce à la culture populaire, est dévoilée. On a la preuve qu'il y a eu une action juive en faveur de la cause sioniste. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Parce que cette histoire, je m'en doutais, j'avais eu des indices, je le savais, mais je n'avais pas la preuve. La suite, je ne la savais pas. Elle est très révélatrice. Je continue la citation. De ce document britannique, gouvernement britannique, vous verrez la référence de ce document d'origine, de 1937. On peut taper la source et retomber sur le document d'origine. Vous pourrez tous vérifier. Je cite. Afin d'informer les Juifs du monde entier de cette déclaration, des millions de tracts circulèrent dans toutes les communautés juives. Ils furent largués depuis le ciel au-dessus des villes allemandes et autrichiennes et largement diffusés à travers la ceinture regroupant des communautés juives allant de la Pologne à la mer Noire. Les puissances centrales, donc Allemagne et Autriche-Hongrie, les puissances centrales, entre-temps, avaient reconnu l'importance militaire de l'engagement juif. Au moment de la déclaration Balfour,
le gouvernement allemand faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner le mouvement sioniste à sa cause. Et après la déclaration, il se hâta, en lien avec son allié turc, de formuler une proposition rivale. Une compagnie, régie par une charte, fut envisagée au profit des sionistes allemands. Bagarre entre juifs sionistes allemands, de l'autre sionistes français, anglais, américains. Elle aurait eu une forme limitée d'autogouvernement local et un droit d'immigration vers la Palestine. À la fin de 1917, on savait que les Turcs étaient désireux d'accepter un accord dans ces grandes lignes. Mais, avant que les concessions ne soient finalement confirmées à Constantinople, la Palestine était aux mains du général Allenby. Allenby avec l'Anse d'Arabie. Que dit ce document? D'abord, on a la preuve que la bascule des États-Unis, du côté des Français et des Anglais, c'est une action de sionistes, et qu'ils ont fait un choix et que nous avons une bagarre entre clans juifs, un clan juif sioniste au nom de la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui s'oppose à un autre clan juif, le clan sioniste allemand, qui lui défend un projet sous la direction de Berlin. En fait, dans cette histoire, ce Bagdad-Ban allait de pair avec l'existence d'un foyer juif en Palestine, mais simplement, c'était soit sous la direction de Berlin, soit la direction de la City de Londres. Et pensez, mesdames et messieurs, au malheureux poilu, il y a 100 ans de ça, qui était à des années-lumière de tout ça. À des années-lumière. Donc, on a cet événement extraordinaire. Et ce que nous voyons actuellement, les bagarres entre, d'un côté, le monde anglo-saxon, l'Union européenne, contre la Russie, c'est le même prototype de bagarre de juifs sous l'égide de Rothschild, libéralo-libertaire, face aux Lubavitch de Ber-el-Lazar. Eux, ils soutiennent Poutine. Et je vais terminer par une conclusion avec 3 points. La balkanisation du monde musulman, annoncée en 1982 par le plan Odellino. Certains disent que c'est un faux, c'est inventé, c'est un faux nom. Dans tous les cas de figure, une chose est sûre, celui qui a rédigé ce document, on peut lui attribuer le grand prix du roman d'anticipation, parce que c'est exactement ce qui se produit dans le monde musulman. Le grand Israël, qu'on veut établir pour certains entre les rives de l'Euphrate et du Nil, doit être relié à l'Ukraine et la Crimée. Crimée annexée par Poutine en 2014. Pourquoi? Les documents sont dans ce livre, ils ne sont pas là. En fait, pour une certaine fraction juive, vous avez ce qu'on appelle les Khazars. C'est une population turcophone convertie au 8e siècle au judaïsme, qui s'étalait sur la partie est de l'Ukraine, à peu près au niveau de Kiev, jusqu'à peu près la mer Caspienne, plus la Crimée. Et pour beaucoup de juifs, ce territoire est considéré comme une seconde Judée. Et donc vous avez une bagarre entre des clans qui veulent plutôt mettre le paquet sur le Grand Israël, et d'autres qui disent, et j'ai apporté des documents israéliens en langue anglaise, qui disent qu'il faut en revanche favoriser un courant migratoire vers l'Ukraine et la Crimée, territoire à l'origine juif et avec les Khazars. C'est très intéressant. Et cette bagarre entre Poutine et le monde occidental avec la Crimée et l'Ukraine, ça ne se passe pas dans la taïga, ces trucs-là. Hein. Bon. C'est en liaison avec le Grand Israël, entre certains qui mettent plutôt le paquet sur le Grand Israël, Proche-Orient, et puis d'autres plutôt l'Ukraine, la Crimée. C'est là. Évidemment, ça ajoute évidemment des intérêts financiers, du gaz, du pétrole. Il y a d'immenses réserves de gaz au large des côtes syriennes. Je crois que ce sont les réserves du Tamar et du Léviathan. Vous avez aussi d'immenses réserves de gaz partagées au niveau du Golfe Persique entre le Qatar et l'Iran. Là aussi, c'est très intéressant avec ce qui se passe actuellement au Qatar. Donc il y a des raisons d'ordre matériel, financière, énergétique, de sécurité, parce que les Russes n'aimeraient pas voir certains groupes légèrement soutenus par l'Occident aller du côté du Caucase. Enfin bref, vous avez plein d'éléments. Mais vous avez aussi, et c'est ça que je veux vous faire comprendre, l'élément spirituel qui se rajoute aux éléments matériels. Et ça, en France, c'est complètement évacué, c'est même complètement ignoré. Cette volonté d'inhabiter le monde musulman est ancien. Vous citez le plan d'Edino, mais
vous avez un islamologue juif qui a la nationalité anglaise, israélienne et américaine, qui en 1979 a lancé le principe de l'arc de crise partant de la Corne de l'Afrique, la péninsule arabique, jusqu'au Pakistan pour aller enquiquiner les Russes, enfin les Soviétiques. C'est sorti dans la revue Time en janvier 1979. Il suffit de regarder la carte, elle est explicite. L'arc de crise, question of crisis, la Corne de l'Afrique, balkaniser et flanquer la pagaille dans tous ces pays pour que tout cela, ça se propage vers l'Asie centrale, les républiques soviétiques, musulmanes et l'ours soviétique qui ramassent tout dans la figure. Enfin, tout ce que vous voyez là, c'est dans le livre. Hein. Donc je suis sûr que vous allez patienter quelques jours. Donc, pour vous montrer que cette volonté de balkanisation, elle est ancienne. Un autre élément qu'il faut avoir à l'esprit, qui est un élément capital dans cette lutte entre la mer et la terre, le monde anglo-saxon avec l'Union européenne, inféodé au monde anglo-saxon, avec un point qu'il faut préciser, c'est le cas allemand. L'Allemagne prend un poids certain dans la construction européenne. Les anglo-saxons ont toujours été pour l'unité de l'Europe, à une seule condition, que cela se fasse sous leur direction. Donc les Allemands, tant qu'ils étaient le sergent-chef sous Eiffel, ils obéissaient très bien. L'Allemagne, prenant un poids certain politique et économique, l'Allemagne aurait tendance à vouloir... Alors, il y a une faction de l'oligarchie allemande qui aurait tendance à vouloir s'émanciper du pouvoir anglo-saxon. Et ça, Trump, et quand je dis Trump, c'est plutôt l'équipe qui est derrière lui, n'aime pas trop ça. Une faction de l'oligarchie allemande regarde, certes du côté de Washington, mais vous avez une autre faction qui regarde du côté de la Russie et de la Chine dans le cadre de la route de la soie. Rappelez-vous la carte que je vous ai montrée d'André Sheridan avec le Transsibérien et le Bagdad-Ban. Eh bien, cette même carte, c'est la carte de l'Eurasie, la suivante, mais la situation actuelle. Vous avez des réseaux ferroviaires énergétiques en tout genre vers l'Europe, et vous avez toujours cette zone, la péninsule arabique, l'Irak, Israël, l'Iran qui est un des États qui résiste encore, enfin, pour même temps. Et l'objectif, c'est une lutte entre le monde de la mer, de la terre, avec des rivalités énergétiques, stratégiques, etc., plus l'aspect spirituel entre le Grand Israël et tout ce qui se passe en Ukraine et en Crimée. En fait, ce qu'on voit actuellement, c'est, je vais dire, une situation bis repetita de ce qui se passait avant la guerre de 14, avec la seule différence, c'est qu'avant la guerre de 14, il y avait la volonté de créer un foyer juif en Palestine. La chose est assurée depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Et dans la politique de la Kabbale et du judaïsme, la création de l'État d'Israël ne peut se faire peut-être que dans le cas d'un Armageddon, une sorte de guerre finale. Et d'une certaine manière, Gershom Scholem dit ceci: dans tous les textes, dans toutes ces traditions, l'annonce des cataclysmes sans lesquels les apocalypses ne peuvent se concevoir est décrite en images fulgurantes qui revêtent toutes sortes de formes: guerre mondiale, révolution, épidémie, famine, catastrophe économique, mais aussi apostasie, profanation du nom de Dieu, oubli la Torah et rejet de tout ordre moral, allant jusqu'au renversement des lois de la nature. Ne croyez pas qu'avec tout ce qui est G1 et compagnie, on est en plein dans cette bascule. Et donc, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre, c'est plein d'éléments politiques, énergétiques, stratégiques, spirituels qui se combinent avec un arrière-fond où des élites se disputent. Et en plus du rôle de l'Allemagne qui joue un rôle de trouble-fête et qui balance entre le monde de l'Eurasie et le monde anglo-saxon, en fonction des factions oligarchiques, parce qu'il y a des rivalités internes, vous savez, l'enfer est divisé contre lui-même. Eh bien, il y a un élément qu'il faut voir, en plus de la décomposition des États européens qui s'annonce, avec par exemple la Catalogne, ils ont annoncé un référendum pour le 1er octobre 2017, vous avez aussi le Kurdistan irakien, l'annonce d'un référendum pour le 25 septembre. Il y a, et c'est ça qui est frappant, de la part de ces élites, cette volonté de profiter, entre guillemets, d'un chaos pour atteindre le degré suprême qui est la gouvernance mondiale. Et vous avez eu la revue The Economist, qui, en 1988, annonçait une gouvernance mondiale, plus exactement une monnaie mondiale, c'est celle-là. Soyez prêts pour une monnaie mondiale, c'est sorti en 1988, prévu pour 2018.
Et évidemment, il ne faut peut-être pas se focaliser sur la date, quoique l'année 2017 est une année très importante. C'est le 5e centenaire de la réforme luthérienne, c'est le 3e centenaire de la franc-maçonnerie, c'est le centenaire de la révolution bolchevique, c'est le centenaire de Fatima. Et ma foi, ces gens-là jouent beaucoup sur les dates et sur les événements. Mais une chose est sûre, on a la preuve de la part de ces élites, et de revues comme The Economist, la volonté de créer une monnaie planétaire. Les choses se confirment de plus en plus. Pourquoi? Lorsque l'euro a été créé, vous avez eu ce qu'on a appelé un panier de monnaies, marques, lire, francs, pesettes, etc., marchepied vers l'euro. Eh bien, le même raisonnement s'est produit en 2015-2016 avec ce qu'on appelle les DTS. Les DTS, ce sont les droits de tirage spéciaux, créés à l'origine en 1969. Et l'objectif, c'est de créer un panier de monnaie, et la chose est réglée depuis octobre-novembre 2016, avec 5 monnaies, dollars, euros, yens, livres sterling, et la dernière monnaie qui vient d'intégrer les DTS en octobre-novembre 2016, le yuan. Et donc, on voit que, ça y est, ils ont leur panier de monnaie. Nous avons un endettement faramineux des États irrécupérable, que ce soit aux États-Unis, le gouvernement américain, le gouvernement fédéral, un endettement de 20 000 milliards de dollars, des bulles en tout genre, des produits dérivés en tout genre, enfin bref, c'est irrécupérable. Et donc de profiter d'un chaos financier lié au chaos qui se produit de plus en plus au Proche-Orient et peut-être aussi avec ce qui se passe en Corée, avec la Chine, etc., puis le monde américain, pour créer le choc nécessaire à la mise en place d'un monde nouveau. Après tout, hors d'eau, ab chaos, c'est l'idéal propre au mondialisme. Et quand on lit les livres de Gershom Scholem, on se rend compte que le passage à une étape supérieure ne peut se faire que dans le malheur, les souffrances de l'enfantement, qui permet d'arriver en bout de course du Messie. Je vous remercie de votre attention.